Bonjour à vous et bienvenue à Autrement dit, un balado qui a comme domicile fixe l'IRDA, l'Institut de recherche et développement en agro-environnement, avec Carl Boivin et moi-même Félix Lavoie-Lochet, de l'équipe de recherche en régie de l'eau. On discute de différents sujets ayant trait à la gestion de l'eau qui sont d'intérêt pour le secteur agricole du Québec. Bonjour tout le monde, bienvenue à Autrement dit. Pour cet épisode, on a la chance de parler d'un projet en agriculture biologique, un domaine qui me tient particulièrement à cœur, comme on le sait. Il s'agit du projet intitulé Gestion de l'eau en grande culture biologique qui a été réalisé en collaboration avec le Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec. Mais bon, avant d'aller plus loin, là, j'accueille mon co-animateur Carl Boivin. Salut Carl, comment ça va? Salut Félix, ça va bien et toi? Ça va super bien, merci. Carl, cette semaine, on peut dire qu'on reste en famille, c'est-à-dire la famille de l'IRDA, évidemment. Pour l'épisode d'aujourd'hui, on reçoit pas une, pas deux, mais trois de nos collègues de l'IRDA. Effectivement, on va discuter avec Caroline Côté, qui est déjà venue au podcast auparavant, même qu'elle m'avait remplacé de main de maître à l'animation. On reçoit également Catherine Bossé, qui est une habituée du podcast, puisqu'elle est déjà venue 2 fois discuter avec nous. Et finalement, Ariane Blais-Gagnon, pour qui c'est la première fois au podcast, la petite nouvelle. Donc, mesdames, bonjour, comment allez-vous? Je vous laisse choisir qui répond en premier. Ben, ça va bien, merci Félix. Ça va super bien, moi aussi. J'ai passé toute ma fin de semaine à écouter les épisodes de Autrement dit, je me sens d'attaque. Super. Ça va bien, moi aussi également. Caroline, pour commencer, peux-tu nous décrire le contexte du projet? Oui, en fait, c'est le Syndicat des producteurs de grains biologiques du Québec qui est venu vers l'IRDA pour répondre à un engagement qu'ils ont pris dans le cadre du plan d'agriculture durable du MAPAC. Alors, leur objectif, c'était d'offrir aux producteurs agricoles, aux conseillers agricoles, des formations, des outils qui vont les aider dans la prise de décision au niveau de la gestion de l'eau. Quand on travaille avec les producteurs de grandes cultures, qu'ils soient en régie biologique ou en régie conventionnelle, on risque d'avoir quand même un impact important parce que ce groupe-là rassemble les 3 principales cultures au Québec en termes de superficie. On parle ici du maïs, du soya et des grains. Et souvent, les producteurs nous rapportent des problématiques comme, par exemple, au printemps, j'ai trop d'eau dans mon champ, j'en manque l'été. Ce qu'on veut, au fond, c'est améliorer la résilience de nos systèmes culturaux aux aléas climatiques, mais tout en conservant nos plans d'eau, en préservant la qualité de l'eau de surface. Donc, pour faire une bonne intervention, dans un premier temps, il faut faire un bon diagnostic. C'est pour ça qu'au cours des 2 dernières années, on a offert des formations, il y a des fiches techniques qui vont être produites aussi pour les intervenants, pour faire un bon diagnostic et ensuite cibler les bonnes interventions. Super. Maintenant, Carl, je te renvoie une question. Comparativement là, aux cultures maraîchères et fruitières, est-ce que les grandes cultures ont des besoins en eau élevés? C'est difficile de répondre à cette question-là, Félix, sans préciser davantage le contexte de production. Et j'entends par là, c'est quoi la culture, c'est quoi le type de sol, la durée au champ, dans quelle région on est. Et même, en sachant tout ça, des conditions météo viennent ajouter une couche ou 2 là, de variabilité. Mais bon, difficile, ça veut pas dire impossible, surtout qu'on peut maintenant explorer plusieurs scénarios avec l'outil Estimo. Estimo, brièvement, c'est un outil d'aide à la décision de type planification. Il permet d'évaluer les besoins en eau d'une ferme. On pense ici à l'irrigation contre le stress hydrique ou la protection contre le gel, le lavage des légumes, la main-d'œuvre hébergée, l'abreuvement du troupeau. Il permet aussi d'évaluer la disponibilité de l'eau de surface et souterraine selon l'endroit où la ferme est installée ou est localisée, si on veut. Donc, c'est gratuit, c'est confidentiel et c'est disponible en ligne. J'ai donc choisi des cultures qui sont comparables en termes de durée au champ et j'ai construit des scénarios dans Estimo. Donc, j'ai pris, bien sûr, le soya et le maïs grain et j'ai pris la tomate de champ, la pomme de terre et l'oignon semé. Les scénarios sont identiques en termes de texture de sol, de conditions météo et de durée au champ parce que je voulais en fait évacuer la variabilité qui peut avoir trait à ces contextes-là. Donc, j'ai comparé ces cultures-là. La seule chose qui est différente finalement dans le scénario, c'est la culture.
Donc, en gros, même besoin. Dans ce cas-ci, on arrivait là à 2 ou 3 irrigations en 2021 pour une ferme que j'avais située à Port-Neuf avec un loam qui était non compacté. Non compacté parce que dans Estimo, on pose la question, est-ce que votre sol est compacté ou non? Si on répond oui, ben ça limite la profondeur d'enracinement que le système en fait. Pas que le système, mais que l'outil applique à la culture. Donc, plus l'enracinement est profond, plus une plante va avoir accès à de l'eau. Donc, moins le système est profond, ben finalement, plus le risque de stress hydrique va être élevé. Ceci dit, aussi, pourquoi 2021? Ben parce que c'est une saison qui était réputée sèche. Fait que je voulais voir la pire des saisons. Fait que dans ce cas-ci, on avait 2 à 3 irrigations. Je voulais une saison sèche, je voulais voir aussi pour une saison humide qu'est-ce que ça allait donner. Donc, j'ai gardé le même scénario de base et je suis allé chercher les conditions météo de 2022. Et dans ce cas-ci, j'arrivais à aucune irrigation. Donc, on comprend que les conditions météo sont très importantes là-dedans. Là, je vais pas compliquer les choses, mais on retourne en 2021, puis je me dis, bon, et maintenant, ça, on a un loam, puis on le change en sable. Fait qu'on comprend qu'on va augmenter notre vulnérabilité au déficit hydrique. Puis dans ce cas-ci, ça augmente un peu les irrigations. Là, ça donnait 3 à 6 irrigations. Donc, si je veux répondre plus clairement à ta question, Félix, dans un contexte comparable, le soya et le maïs grain là, ont des besoins en eau pour la saison qui sont comparables à d'autres cultures comme la pomme de terre, la tomate et l'oignon. Maintenant, à savoir si ces besoins en eau-là sont élevés, ben, ça dépend beaucoup du type de sol puis des conditions météo. Donc, je terminerai en disant que le facteur agronomique est très important, mais il faut pas oublier les facteurs là, économiques et l'approvisionnement en eau. Et mon petit doigt me dit là, qu'on va en parler un peu plus loin. Maintenant, Catherine, j'aimerais ça qu'on parle de sol ou d'eau du sol, en fait. Donc, est-ce que les pratiques agricoles peuvent avoir un impact sur la gestion de l'eau du sol? C'est sûr, Félix, que les pratiques agricoles peuvent avoir un impact sur la gestion de l'eau. Par exemple, en agriculture biologique, on travaille beaucoup le sol. Et si c'est pas effectué dans des conditions adéquates ou si c'est effectué de manière trop agressive, la structure du sol peut être affectée. Parfois, on remarque qu'elle a été pulvérisée. Donc, l'eau s'infiltre moins bien. Avec les passages répétés, on peut finir par compacter aussi en surface et même en profondeur. Donc, on ne veut pas de limitation dans le passage de l'eau et de l'air, comme lorsqu'il y a une semelle de labour, par exemple. Si c'est bloqué, ça affecte la distribution de l'eau et des racines dans le profil. Et il y a des enjeux aussi selon les types de sols. Ici, je fais référence à l'ESSAC, qui est l'étude sur l'état de santé des sols agricoles du Québec, que vous pouvez consulter pour aller voir les différentes problématiques qu'on a pu déceler dans la plupart là, des grands types de sols au Québec. C'est une étude qui a été menée par Marc-Olivier Gasser, là, qui est chercheur en conservation de l'eau. Par exemple, en sol sableux, la matière organique peut devenir un enjeu si on travaille trop le sol. Puis on sait que la structure de sol dans les sols sableux, elle est plus fragile quand on est plus agressif, par exemple, avec les outils de travail de sol. Bref, on peut facilement défaire notre travail, surtout en agriculture biologique. Et à l'opposé, tu as les sols argileux qui sont plus sujets à la compaction. Donc, en agriculture biologique, notre capital le plus important, c'est le sol. Et pour reprendre les mots de Hubert, là, qui faisait partie, un des producteurs qui faisait partie des vitrines, en agriculture biologique, il faut nourrir le sol au lieu de nourrir la plante. Il faut contrôler au lieu de détruire. Donc, on veut préserver le potentiel agricole de base de nos sols. Maintenant, j'ai envie d'entrer dans le vif du sujet. Je me questionne sur la pertinence de l'irrigation des grandes cultures. Donc, avec les changements climatiques, on entend souvent cette idée d'irriguer les grandes cultures. Donc, pas plus compliqué que ça. Est-ce que c'est une bonne idée, Carl? Pour te répondre, Félix, j'aurais envie de dire que, bon, d'entrée de jeu, la pertinence agronomique là, d'irriguer pour éviter que la plante subisse un stress hydrique là, fait aucun doute. Maintenant, sans vouloir répéter ce que j'ai dit plus haut, il y a des contextes où les probabilités que la culture subisse un stress sont plus basses et d'autres plus élevées. J'entends ici par entre autres Ariane et Catherine, on vient tout juste là, de terminer un projet de recherche là, qui va m'aider à répondre à ta question à propos de l'aspect des changements climatiques, mais aussi à celui économique là, qui est très important. Le projet en question s'intitule « Établir les balises techniques, économiques, sociales et environnementales concernant le recours à l'irrigation du maïs, du soya et des plantes fourragères ». Je tiens toutefois à mentionner que le projet s'est déroulé en contexte de régie conventionnelle. En climat futur, le projet a conclu que le soya et le maïs grain auraient besoin d'un épisode supplémentaire à ceux estimés en climat actuel. Je suis pas en train de dire qu'il faut irriguer le soya ni le maïs, mais l'idée c'était de voir est-ce que le soya et le maïs
subit une contrainte au prélèvement en eau, subit un stress hydrique, puis est-ce que l'irrigation serait nécessaire pour éviter ce stress-là? Donc, dans un contexte de changement climatique, comme je viens de dire, là, on s'attendrait finalement à une augmentation du besoin en eau. Pour l'aspect économique, les conditions étudiées dans les différents scénarios permettent généralement pas d'obtenir un gain économique là, à irriguer ces cultures-là. On avait 3 scénarios de pertes qui étaient comparés, soit des scénarios là où l'irrigation permettait d'éviter des pertes de 10, de 25 et 50%, et on a aussi utilisé différents prix de vente. Donc, il y avait certaines combinaisons là, qui permettaient d'obtenir des gains, mais il fallait que les rendements, les prix et les pertes soient élevés, soit des situations là, qui ont peu de chances de se reproduire suffisamment souvent dans le temps pour rentabiliser l'équipement, qui était dans ce cas-ci là, un canon enrouleur pour le scénario en question. Donc, agronomiquement, je dirais que oui, ça tient la route. Économiquement, là, c'est plus difficile. En fait, c'est même presque impossible là, à démontrer la pertinence de l'irrigation. Et je dirais aussi qu'il reste maintenant un aspect important à discuter, et c'est justement le volet du projet dans lequel la participation d'Ariane a été la plus importante, là, soit la disponibilité de l'eau. Oui, exact, Carl. Mais en fait, la question, nous, qu'on travaillait avec l'équipe d'hydrologie, c'est si toi, tu me dis qu'on devrait irriguer d'un point de vue économique ou agronomique, est-ce qu'il y a suffisamment d'eau disponible dans l'environnement pour le faire? Donc, pour répondre à ça, on a regardé d'abord l'eau de surface, ce qui coule dans nos cours d'eau. On a travaillé avec le pire cas, donc en plein été, quand nos cours d'eau sont en étiage, donc au plus bas, et que nos cultures au champ, finalement, ont des grands besoins en eau. Ça, on appelle ça le Q27, donc le débit d'étiage de récurrence 2 ans sur une semaine, donc sur 7 jours consécutifs. Puis la norme dans le milieu nous dit aussi qu'il faut pas prélever plus de 15% de cet indicateur-là, le Q27. Ensuite, on a regardé l'eau souterraine disponible, on appelle la recharge de l'aquifère. Ici, le critère, c'est 20% de la recharge. C'est ça qui est généralement utilisé là, pour parler du maintien durable de la ressource. Je passe des détails, mais le produit final, c'est une cartographie uniformisée du territoire agricole québécois qui nous indiquait finalement la disponibilité eau de surface, eau souterraine, au total quand on se met les deux, rapporté en nombre d'irrigations. Donc avec toi, Carl, on avait défini 3 catégories, donc de 0 à 6 irrigations, 7 à 12, et plus de 13 irrigations disponibles finalement dans nos ressources pour des prélèvements en période estivale. Puis le constat, c'est que sur la grande majorité du territoire, on n'avait pas d'enjeu de disponibilité, soit parce qu'on avait de l'eau de surface disponible, de l'eau souterraine ou les deux. Par contre, je veux qu'on fasse attention parce que cette approche-là avait quand même des limitations. C'est une approche macro et ça vaut évidemment la peine de bien contextualiser la démarche. Puis c'est pour ça que je vous invite à consulter le rapport scientifique de 240 pages. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée, Carl? Je trouve que c'est une bonne idée, Ariane, de proposer au monde de lire le rapport, là, surtout qu'il y a un résumé au début, puis il y a une bonne conclusion à la fin. Mais j'ajouterais aussi qu'il y a un aspect réglementaire qui est important à considérer. Quelqu'un qui envisagerait en fait d'irriguer, peu importe la culture, la première étape, c'est de voir la pertinence agronomique, on en a parlé. La deuxième, ou du moins une 2 étapes qu'il faut pas contourner, c'est la pertinence économique. Est-ce qu'elle peut s'exprimer dans mon contexte de production? Puis, avant aussi d'aller s'équiper, c'est sûr qu'il faut voir est-ce que je peux prélever ce volume d'eau-là que j'aurais besoin. Parce qu'il y a un aspect réglementaire qui encadre quand même, là, c'est en fait le prélèvement en eau dans nos cours d'eau, l'eau souterraine, puis on rentre pas en détail parce que c'est complexe, mais il y a des experts là, qui sont là pour ça. Donc c'est ce que je voulais ajouter, Ariane, à ton point. Merci, Carl. Maintenant, question pour Catherine et Ariane. Les producteurs de grandes cultures ont souvent trop d'eau dans leurs champs au printemps, puis pas assez en saison. Comment ils peuvent atténuer ces problématiques-là? Eh bien, Félix, c'est le même problème pour tout le monde, mais si on voit un problème, il faut essayer de comprendre. Chaque situation est différente. Donc, le profil de sol reste la technique pour faire un bon diagnostic complet. L'été dernier, on est allé faire des diagnostics chez 3 producteurs agricoles dans le cadre des vitrines du projet. Et dans les 3 cas, on est allé après une pluie abondante, une semaine de pluie abondante. Donc, ça a vraiment facilité le diagnostic. On avait un producteur avait 2 producteurs en fait qui avaient besoin de drainage souterrain, mais on avait des matériaux de sol différents, fait que c'était intéressant pour ça. Puis un autre aussi, on avait une problématique plus de compaction.
Mais si on veut faire un bon diagnostic, faut avant de faire le profil de sol, il y a un travail à faire. Faut faire le tour du réseau hydraulique de la parcelle. Donc, là, je vais laisser la parole à Ariane parce que c'est elle qui est la mieux placée là, pour nous parler de ça. Oui, Catherine, tu sais probablement autant que moi, mais le réseau hydraulique, quand on parle finalement de fossés, de cours d'eau, mais c'est ce qui sert à évacuer l'eau vers l'aval loin des champs. Donc, si par exemple nos fossés sont pas suffisamment profonds, puis qu'on reçoit toute l'eau du voisin ou du boisé en amont du champ, mais c'est sûr que ça peut ajouter un peu de défi de devoir gérer cette eau-là supplémentaire. Puis si notre champ est drainé, mais en faisant le tour du réseau, on peut aussi vérifier l'état de sortie de nos drains. Ça, c'est sur le terrain, mais évidemment qu'on peut faire un bon travail d'enquête avec notre ordinateur avant, avec notamment InfoSol, qui nous permet de sortir, par exemple, les tracés d'écoulement, les courbes de niveau, les profils d'élévation, puis tout ça va nous aider à comprendre comment l'eau va circuler. Merci. Puis après ça, on va aller faire nos profils de sol. On l'a déjà dit dans un balado précédent, l'eau, ça laisse des traces. Hein? Elle n'a pas besoin d'être présente dans le profil pour voir son comportement. Il y a des signes qu'on est capable de distinguer là, avec la couleur, entre autres. Puis quand on fait un diagnostic sur le terrain, on a souvent les mêmes questions hein, quand on parle de gestion de l'eau. Est-ce que je devrais drainer? Est-ce que je devrais doubler les drains? Puis là, il y a tout le temps une question de nappe phréatique versus eau de surface. Hein? Comment le diagnostiquer? Ça, c'est avec les couleurs présentes dans l'horizon B. C'est pour ça que c'est important d'aller en profondeur. C'est vraiment l'horizon B, dans le fond, qui va nous indiquer comment se comporte l'eau dans le sol. Et ça se situe là environ à peu près à 30 cm de profondeur. Là, je vais y aller avec un exemple assez simple. Là, par exemple, on est dans un sol lourd, argileux, qui a été drainé souterrainement. Donc, la condition normale, c'est que dans l'horizon B, on devrait voir une matrice grise avec des marbrures. Donc, les marbrures, ça signifie qu'il y a une fluctuation de la nappe et c'est normal, c'est voulu quand il y a du drainage souterrain. Par exemple, si j'ai une nappe phréatique élevée, par exemple, j'ai pas eu de drain souterrain, ça devrait être gris même jusque dans l'horizon de surface, c'est-à-dire dans l'horizon là, AP. De bas en haut, il y aura pas de marbrure non plus. C'est souvent, on va voir qu'une présence d'eau en profondeur. Hein. La nappe va être là même quand ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de pluie. Ça, c'est vraiment dans un cas où on aurait besoin, par exemple, de drainage souterrain, une série de sols qui est lourde, qui n'a pas été drainée. Et parfois, il n'y a pas d'infiltration de l'eau de surface. Puis ça aussi, c'est important de diagnostiquer la différence entre l'eau de surface et l'eau souterraine. Hein. Des fois, il va y avoir une couche compacte. Donc là, ça va être gris en surface hein, parce qu'il n'y a pas d'aération. Il va y avoir de la présence de résidus de culture non décomposés. Il va y avoir des odeurs. Et après, la couche compacte, par exemple la semelle de labour, ça va être plus sec. Donc là, on va retrouver la présence de marbrure. Fait qu'il faut pas hésiter d'aller faire des profils, même si on n'est pas des experts. Faut aller voir ce qui se passe. Et ça, il y a des outils pour nous aider. Dernièrement, on a créé l'outil, une application mobile qui s'appelle Profil Sol. Ça permet d'évaluer la qualité de la structure de sol. Ça nous donne une note de 1 à 10 pour chaque horizon de sol diagnostiqué. C'est facile à utiliser et c'est gratuit aussi. Il y a d'autres outils aussi qui peuvent nous aider. Par exemple, avec l'équipe ici à l'IRDA, on a créé des fiches synthèse de séries de sols qui viennent nous donner un peu les qualités, les défauts pour chacune des séries de sols. On en a une trentaine de faites. Et il y a aussi une série qui s'appelle l'appel de l'appel, où là, on présente des études de cas avec diagnostic de profil de sol. Donc, on a fait plusieurs situations là, depuis le début. Super, merci Catherine. Les excès d'eau, comme on le sait, se retrouvent dans l'environnement, puis avec des nutriments qui sont transportés vers les plans d'eau, puis tout ce que ça implique. Maintenant, je me questionne sur les paramètres qui réduisent les risques de transport de nutriments vers les plans d'eau. Puis je pense que Ariane, t'es la personne toute désignée pour répondre à ma question. Ben, pour réduire le transport des nutriments, c'est super simple. Il faut réduire à la source. Facile, hein, Félix? Facile. Non, mais c'est pas si facile, hein, parce que dans le fond, quand on parle de perte de nutriments, ben, on parle d'une panoplie de facteurs, hein, type de fumier, gestion de ces engrais-là, quand on parle d'enfouissement, de fractionnement des doses, nos conditions de minéralisation au champ, notre pluviométrie après épandage, notre richesse des sols.
On a Marc-Olivier Gasser, Catherine en a parlé tantôt, qui a travaillé sur le projet PAD, qui pourrait aussi en parler davantage de tous ces enjeux-là. Mais il y a l'eau aussi, parce qu'avec elle, il y a les nutriments. Donc, premièrement, en agricole, on a les nitrates. Les nitrates qui sont très solubles, qui vont être lessivés, puis ils vont voyager par le réseau de drainage. Deuxièmement, le phosphore, lui, il va circuler sous forme particulière, donc attaché à notre sol, par l'eau de ruissellement. Il y a des études qui ont aussi montré l'importance des exportations de phosphore via les écoulements préférentiels qu'on appelle. Ça, c'est les macropores ou les trous qui ont été créés par une racine ou un ver de terre dans notre sol. Ces écoulements-là préférentiels vont transiter directement par le réseau de drainage. Mais pour revenir à ta question de départ, Félix, comment diminuer les exportations de nutriments? Il faut faire attention aux apports excédentaires qui sont évidemment sensibles à être flushés à la fonte printanière quand on a énormément d'eau qui circule dans nos systèmes. Faut faire attention aussi aux épandages avant les pluies, un peu dans le même ordre d'idée que la réponse d'avant. Donc évidemment, on comprend que c'est parfois difficile pour nos producteurs avec les cellules orageuses estivales qui arrivent à nous surprendre. Et en termes d'aménagement, il y a tellement de possibilités. Puis ça, c'est une belle réponse de scientifique. Donc, ça va varier selon les enjeux de chaque producteur. Mais, tu sais, on parle de bandes riveraines, de drainage contrôlé, de bassins de sédimentation, de sorties de drains bien aménagées, de culture de couverture, de résidus laissés au champ. Puis de nos sols, Catherine? Pour maintenir un sol en santé, il y a 3 piliers. Le premier, c'est couvrir le sol. Le deuxième, c'est diversifier les rotations. Et ensuite, c'est réduire la charge à la roue et la fréquence des passages. C'est aussi simple que ça. C'est noté, Catherine. Je me doute un peu de la réponse, mais Caroline, pourquoi on ne veut pas que le phosphore ou encore l'azote se retrouvent dans l'eau? Oui, merci Félix. En fait, quand des nutriments comme le phosphore se retrouvent dans l'eau, ça peut stimuler la prolifération de certains organismes aquatiques. Particulièrement les algues bleu-vert. Les algues bleu-vert, en proliférant, vont utiliser l'oxygène qui est dissous dans l'eau. Et cet oxygène-là, finalement, n'est plus disponible pour la faune aquatique dans ce même cours d'eau-là. Certaines personnes, à ce moment-là, vont parler d'un plan d'eau qui est mort. Au niveau de la santé humaine, les algues bleu-vert peuvent libérer des toxines qui peuvent avoir un effet irritant sur la peau, entre autres, puis parfois les plages vont être fermées en raison d'une présence trop élevée d'algues bleu-vert pour ces raisons-là. Faut pas oublier aussi que ces nutriments-là qui se retrouvent dans l'eau, finalement, ce sont des nutriments qui n'ont pas été utilisés par les cultures. Donc, c'est un peu comme si on mettait de l'argent dans l'eau. Et c'est pour ça qu'on aime, entre autres, les cultures de couverture, les céréales d'automne, qui vont nous permettre de faire certains prélèvements après les récoltes à l'automne ou au printemps, même avant les semis. Il y a d'autres raisons agronomiques pour lesquelles on essaie de mieux contrôler la présence des algues bleu-vert. Puis je vais passer la parole à Carl pour nous en parler. Ce qui me vient en tête, Caroline, c'est qu'en contexte irrigué, surtout, dans ce cas-ci, si on s'approvisionne en eau dans un étang, s'il y a des algues, ça veut dire qu'il va falloir porter une attention particulière pour la filtration. Pour l'aspersion, c'est une chose, pour la goutte à goutte, ça va être encore plus important. C'est sûr qu'on n'est pas là avec les grandes cultures, avec le goutte à goutte, puis on n'est pas, je dirais, encore là non plus avec l'aspersion. Mais il reste que c'est à garder en tête, là, l'aspect qualité pour le système d'irrigation. Voilà, fait que je pense que ça fait le tour de la question pour aujourd'hui. Merci à nos invités de la journée, Caroline, Ariane et Catherine. Merci Carl pour la co-animation. Puis merci à tous d'avoir été là, puis à très bientôt pour un autre épisode d'Autrement dit. Ce projet a été financé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation dans le cadre du programme Prime Vert.